Bien, chacun est à peu près installé. Je suis désolé pour les conditions un petit peu imprévues de ce premier cours. Donc, surveillez bien les affichages pour savoir si on nous a attribué une autre salle la semaine prochaine. Le collègue qui était là juste avant m'a dit que la semaine prochaine, il n'avait pas cours, donc nous pourrions à la rigueur utiliser encore cette salle la semaine prochaine de 11 à 13. Mais je pense qu'on nous attribuera une autre salle auparavant, donc surveillez cela. Ce que je vous propose également, c'est de m'envoyer à mon adresse mail ici, un mail sans message avec juste comme objet L3 SDL. Et comme ça me permettra de me faire un mailing de l'ensemble des étudiants et de vous transmettre toutes sortes d'informations qui pourraient être utiles. J'ai indiqué ici également mon adresse mail sur laquelle vous retrouverez tous les PowerPoint du cours que je mets en ligne juste après, enfin ce soir ou demain ou plus tard. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note. Vous verrez, il y a des citations que je ne vais pas lire ou commenter en détail, je vous les laisserai lire tranquillement chez vous une fois que vous aurez récupéré le document. J'enregistre également, je fais un enregistrement audio pour les étudiants étrangers, etc. Je trouverai un moyen pour ceux d'entre vous qui pourraient en avoir besoin, soit de le mettre en ligne, soit de vous le distribuer d'une façon ou d'une autre. Donc ça vous permet aussi, si un jour vous êtes absent, de récupérer le cours avec à la fois l'enregistrement et le PowerPoint. Bien, alors s'il n'y a pas, bon, si vous voulez, on posera des questions à la fin du cours, mais je préfère entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque après tout, on a déjà perdu un peu de temps. Alors, ce cours est consacré à la question signification et théorie linguistique. Et donc, ce que je voudrais faire avec vous cette année, c'est plutôt que, en premier lieu, se précipiter sur les façons techniques qu'ont eu les linguistes de répondre à ce genre de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le sens pour un linguiste, qu'est-ce que c'est que l'objet de la sémantique, etc., etc. Je souhaiterais, tout au moins dans cette première séance, disons, introductive, essayer d'établir un lien entre le sens ou la signification, pour l'instant ces deux termes on va les considérer comme synonymes, le sens ou la signification pour les linguistes et le sens ou la signification dans le langage courant en général. Dire que ce serait tout de même un comble, ou tout au moins quelque chose d'extrêmement, je trouve, dommageable, qu'on élabore des réflexions extrêmement sophistiquées sur la question du sens, et que ces réponses sophistiquées à la question du sens apportées par les linguistes ne servent absolument à rien au sujet des interrogations que l'être humain peut avoir sur la signification, ce qui a un sens ou ce qui n'en a pas. C'est un défaut d'ailleurs très souvent des linguistes que de se précipiter dans la technicité parce que là on est à l'aise, on a posé des cadres, on a défini des concepts, on a voilà, une problématique bien claire, nette, etc. et on peut faire du travail. Mais c'est une solution de facilité dans un certain sens, parce que je crois que l'une des grandeurs, si vous voulez, de cette discipline, la linguistique, c'est de toucher à quelque chose qui est essentiel de l'être humain. Donc il ne faut pas oublier ce que signifie ce qu'on est en train de faire pour n'importe qui, pour vous, pour n'importe quel être parlant. Alors, la première question que je poserai, pour essayer d'approfondir cette question, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui a de la signification, qu'est-ce qui n'en a pas, c'est est-ce que cette notion de sens ou de signification, elle est consubstantielle à certaines entités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans le monde des choses, des êtres, des événements, c'est ce que j'appelle des entités, dans un sens extrêmement général,
des choses qui ont du sens et d'autres qui n'en ont pas? Ou bien est-ce que n'importe quoi a parfois du sens, parfois pas? Vous voyez la question, hein? Est-ce que pour certaines choses, la question du sens ne se pose pas? Alors évidemment, la réponse linguistique, elle est simple. Elle est de dire que, en général, on va dire ce qui a un sens, ce sont les plus petites unités, on dit que c'est les morphèmes la plupart du temps, les mots ont un sens, les phrases, les textes. Bon, cela dit, dans ces énumérations traditionnelles de la linguistique, on oublie souvent que un simple phonème peut déjà avoir un sens, ou un submorphème, c'est-à-dire quelque chose qui est en dessous de la dimension du morphème, mais je reviendrai plus tard sur ces points-là qui sont beaucoup plus, disons, marginaux dans la pensée contemporaine, mais pas forcément marginaux à mes yeux. Bon, bref. En tout cas, il y a des réponses linguistiques là-dessus, hein, c'est sûr, les mots, les phrases, les textes, ça a du sens, ça c'est clair, on est tous d'accord là-dessus, ça a un sens ou de la signification. Mais, à part ça, hein, si on met de côté tout le matériel linguistique, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas? Alors, une première proposition. Un objet quelconque, hein, par exemple une chaise. Est-ce que, à votre avis, une chaise, vous avez envie de dire que ça a un sens ou ça n'en a pas? Qu'est-ce qui dirait que ça n'a pas de sens? Et qui est-ce qui dirait que ça a un sens? Je parle bien de une chaise, l'objet, hein, pas le mot chaise. D'accord, c'est un peu partagé. Bien. Bon, admettons. Maintenant, si je vous présente cette image, est-ce que là, votre opinion devient plus claire? Est-ce que ça a un sens ou ça n'a pas de sens? Alors, pour qui est-ce que ça a un sens? Pour qui ça n'a pas de sens? Ok, alors, pour ceux d'entre vous qui disent que ça n'a pas de sens, quelle serait votre justification? Par exemple, vous, mademoiselle? Le fait que c'est absolument inattendu et que ça n'a pas d'utilité directe, une chaise qui est au milieu de la route. Du coup, je dirais que ça n'a pas de sens parce qu'on ne va pas justement l'utiliser dans son but. D'accord. Et là, vous disiez la même chose? Là, je dis qu'elle n'a pas dans son but. Là, du coup, elle n'a pas une utilité, la chaise? Donc, vous voyez que l'idée de ne pas avoir de sens, c'est un peu ambigu, on a l'impression. Hein, parce que là, si on utilise le critère ne pas avoir de sens, au sens de ne pas avoir de justification, oui, ça peut s'appliquer à ça. Mais ça, c'est une image. Hein, c'est quelqu'un qui a pris une photo, qui a mis une chaise au milieu. Donc, on se doute que ça a un sens pour lui, hein, de faire ça. Alors que la chaise toute seule, bon, oui, on peut dire ça a une utilité, mais est-ce que le fait de dire que ça sert à s'asseoir, on va dire que c'est le sens de la chaise? On a l'impression que c'est un peu forcé, la notion de sens, de dire ça. Bon, un troisième exemple. Ça, est-ce que ça a un sens? Là, je pense que tout le monde va dire oui. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui auraient envie de dire non, hein? La chaise de Van Gogh, avec... Bon, personne n'a envie de dire non, vraiment. Hein. Tout le monde sait que c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, ça a un sens. Surtout celle-là, bon, c'est assez connu, etc. Donc, là, on aurait envie de dire que cette chaise a un sens. Alors, ce qu'on peut conclure de ces petites observations, c'est que, au fond, on est un peu gêné quand il s'agit d'un objet, d'un simple objet, pour attribuer cette propriété d'avoir un sens à un simple objet, hein, comme si les objets avaient peut-être des utilités, des fonctions, mais pas forcément un sens. Alors, une des réponses qui explique pourquoi, dès qu'on met l'objet dans un contexte, par exemple dans une représentation photographique ou un objet, si je vous avais présenté par exemple une photographie d'une salle d'attente avec une seule chaise vide, par exemple, on aurait pu dire peut-être que ça avait un sens parce qu'il y avait un contexte. Bien. Donc, une des réponses possibles qu'on pourrait faire sur cette question de pourquoi un objet tout seul, ça n'a pas de sens,
Mais pourquoi, dès qu'il y a un contexte ou une représentation, ça a un sens? C'est que c'est pas tellement l'objet qui a un sens, mais c'est ce qu'on en fait. Est-ce que quelqu'un en fait quelque chose de cet objet? Et à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose de cet objet, eh bien, on aura apparemment plus de facilité à dire que la notion de sens est pertinente. Hein. Donc, avoir un sens, ce serait plutôt la caractéristique d'un comportement, hein, par exemple, d'une action. Alors, un peintre qui peint une chaise, Van Gogh qui peint une chaise, ça a un sens, au moins pour lui. On se doute que ça a un sens pour lui, ça peut avoir un sens pour nous qui la regardons. Le photographe qui met une chaise au milieu du chemin et qui prend une photographie, ça a un sens pour lui, il veut véhiculer de la signification à partir de cette image. Bon. Une question, c'est est-ce que si on caractérise le sens à partir du comportement, est-ce que c'est la même chose, le comportement humain et le comportement animal? Ça, bon, je vais laisser la question en suspens pour l'instant, mais sachez qu'il y a beaucoup de travaux depuis un certain nombre d'années qui nous apprennent que les êtres vivants non humains ont des comportements plus sophistiqués que ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Mais enfin bon, ça ne veut pas dire pour autant que la notion de signification a nécessairement un sens pour toutes les espèces d'animaux. Là, c'est un peu compliqué comme question, mais je laisse de côté, ça sort un peu de notre sujet. Bon, mais ça laisse de côté, là, si on dit que les comportements ont un sens, etc., ça laisse de côté quand même toutes sortes de choses pour lesquelles la notion de sens est utilisée et qui ne sont pas vraiment des comportements ou des actions. C'est, bon, par exemple, ce qu'on pourrait appeler des abstractions. Alors, par exemple, si vous faites une recherche sur Google, à partir de quel est le sens de, hein, qu'est-ce que vous trouvez? J'ai relevé quelques exemples. Alors, le plus massif, hein, c'est ça. C'est quel est le sens de la vie? Alors évidemment, c'est assez troublant de se dire que les occurrences de phrases, de discours attachées au mot sens dans le plus utilisé des moteurs de recherche, c'est le sens de la vie. Hein. Alors, à quoi ça sert que les... Oui, bonjour. Oui, je vous en prie, allez-y. Je ne trouverai pas de place, mais vous prenez des chaises là. C'est quand même assez troublant de se dire que des linguistes vont pouvoir écrire des milliers de pages sur la sémantique, sur la question du sens, sans du tout avoir conscience que ce qui préoccupe l'être humain en général, en premier lieu, sur la question du sens, c'est le sens de sa vie. Hein, bon. Je ne vous promets pas que je répondrai à cette question à la fin du cours, hein, mais tout au moins, je vous invite à réfléchir à la signification du mot sens dans cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du sens de la vie, hein? Est-ce que la vie a un sens ou est-ce que ma vie a un sens? Bon, pour la plupart des gens, ça signifie est-ce que ma vie, alors ou bien sert à quelque chose, mais ça c'est quelque chose d'un peu utilitariste. La plupart du temps, les gens se posent cette question, à quel moment? Quand ils ne savent pas quoi faire, ou quand ils ne savent plus quoi faire, quand ils sont dans une situation où il y a une sorte de conflit entre leurs désirs et les réalités. Hein. Si ce que vous souhaitez faire dans la vie, le monde qui est autour de vous ne vous le permet pas, vous êtes en droit de vous poser la question du sens de la vie. Bien. Alors, cette notion de sens, dans le sens de la vie, est assez riche au fond. Hein. On pourrait parler de but, de cohérence, de toutes sortes de choses. Bref. D'autres occurrences, bon, vous voyez, c'est simplement pour illustrer la diversité de ces notions un petit peu abstraites. Alors je dis vie, une notion abstraite, oui, bon, c'est pas si abstrait que ça, mais quand même la notion même de vie est quand même assez abstraite. Quel est le sens du travail aujourd'hui? Alors quand on pose cette question-là, ça veut dire que
la question se pose d'abord. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une société où c'est une évidence qu'on va travailler, qu'on travaille tout le temps. On est dans un monde où il y a des loisirs, etc. Et du coup, la question du travail peut se poser. Donc, la question du sens du travail, il y a beaucoup de psychologues du travail qui réfléchissent à ces questions-là et pour comprendre que dans certaines circonstances, des gens qui travaillent mal parce qu'ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils font, par exemple. Quel est le sens de l'action humanitaire aujourd'hui? Bon, je ne vais pas entrer dans le débat, mais on sait que parfois l'action humanitaire peut poser des problèmes politiques, etc. Bref, passons. Quel est le sens de cette valeur républicaine qu'est la fraternité à l'ère de la cyberculture? Quel est le sens de l'école, à l'ère de la cyberculture, quel est le sens de l'école? Là, ça veut dire vraiment à quoi, c'est pas tellement à quoi ça sert, mais comment la réformer, comment la modifier, etc., etc. Bien. Alors, dans toutes ces acceptions-là, dans toutes ces occurrences du terme sens, on a cette idée-là, qui est ici, là c'est la définition, enfin un résumé de la définition du mot sens dans le TLFI. Tout le monde connaît le TLFI, le Trésor de la langue française informatisée. Ça, c'est vraiment une ressource que vous devez tous connaître parce que c'est le meilleur dictionnaire en ligne pour le français qui soit disponible aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, vous tapez TLFI ou Trésor de la langue française sur Google et vous tombez sur un moteur qui vous permet de chercher des mots et d'avoir des définitions extrêmement complètes. Alors, vous voyez que la deuxième partie de cette définition, manière de comprendre une chose, signification qu'a une chose pour une personne et qui constitue sa justification, sens des choses, de l'univers, du travail, donner, trouver un sens à, ça correspond bien à l'ensemble de ce qu'on a vu. Cette acception du mot sens est regroupée sous la catégorie, est regroupée sous la notion de fondement-justification, quelque chose qui a un sens. Donc ça veut dire s'interroger sur le sens de quelque chose, c'est s'interroger sur son fondement ou sa justification. Et puis il y a une première sous-définition, une première partie de la définition, disons, ici, idée, suite d'idées, raisonnement auquel un objet de pensée se rapporte et se trouve ainsi justifié, fondé dans son existence. Voilà, quand on dit une question qui a un sens, cela n'a pas de sens de faire, etc. Voilà. Donc, ça, vous voyez que c'est une partie du sens tel qu'il est défini dans un dictionnaire, en très résumé. La définition est évidemment beaucoup plus complète. C'est sens 1, parce que le sens 2, c'est la direction, etc. Mais il y a une autre grande partie de la définition qui est importante pour nous, mais qui est plus traditionnelle, c'est le sens qui est ici regroupé à partir du concept de signification, et qui correspond, qui intègre, disons, la dimension linguistique du sens, idée, signification représentée par un signe ou un ensemble de signes, représentation intelligible, évoquée ou manifestée par un signe ou une chose considérée comme signe. Exemple de Baudelaire, on pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe « tout chemin mène à Rome » et l'appliquer au monde moral, tout mène à la récompense ou au châtiment. Donc ici, un sens métaphorique. La mariée, deuxième exemple, la mariée me regardait et je ne pouvais me tromper sur le sens de ce regard, c'était un regard de mépris. Donc vous voyez que cette acception de signification regroupe à partir du concept de signe à la fois les signes linguistiques et les signes non linguistiques. Bon, et il y a évidemment un sens spécifique, particulier, qui est dans une langue. Alors, ce qu'on peut tirer de tout cela, en première approximation, c'est donc que avoir un sens ou avoir une signification, on l'a vu, ça s'applique à des actions humaines, à des comportements intentionnels. Un comportement intentionnel, c'est un comportement qui est porté par un objectif, un but. C'est pas un comportement purement réflexe ou mécanique. Donc à des comportements ou à des résultats. Bon, on va parler sans difficulté du sens d'un film, d'un tableau, d'un geste, d'une habitude. Mais quand je dis on va parler du sens de cela, il faut aussi avoir à l'esprit
que dans certains cas, ça n'a pas de sens. Hein. Tout ce qui a un sens, si ça a vraiment un sens, ça peut ne pas en avoir. C'est quand même une caractéristique principale. Si quelque chose a un sens, ça veut dire que dans d'autres conditions, il pourra ne pas en avoir. Bien. Donc dans ce cas-là, le sens est vu comme quelque chose comme une cohérence ou l'adaptation à un contexte, le lien à un contexte. Bon. On a vu que ça, dans le cas du sens de la vie, le sens du travail, etc., l'idée de sens est liée à l'idée de but ou de justification. Et enfin, donc, lorsque on est dans le cas des signes, et ça, on sera amené à réfléchir un petit peu sur la notion de signe, qui est une notion importante en sciences du langage, mais sur laquelle vous avez sans doute déjà eu des éléments de réflexion dans les années précédentes. Donc, on va parler là du sens d'un mot, d'un sourire, d'un regard. Donc là, c'est un signe qui renvoie à quoi ? Eh bien, à une idée, à une représentation. Hein. Le sens d'un mot ou le sens d'un sourire. Si vous interprétez le sens d'un sourire, ça signifie que de ce sourire, vous inférez ce que la personne qui sourit a dans l'esprit. Hein, pourquoi elle sourit, quel est son... Donc vous inférez une représentation mentale de la personne qui est l'émetteur du signe. Bien. Alors, vous voyez que toutes ces idées de sens se recoupent un petit peu, mais sont quand même assez hétérogènes. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un point commun dans tout ça ? Quelle est la relation entre ces différents sens du sens, ces différentes formes d'interprétation du mot sens ? Est-ce qu'on peut regrouper ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion qui nous permettrait de subsumer l'ensemble du problème ? Alors, la solution que je vous propose, c'est celle-ci. C'est de déplacer la question du sens vers la notion de compréhension. C'est-à-dire que le sens, malgré tout, bon, on peut en parler, hein, mais ça reste quelque chose d'assez abstrait, complexe. On verra peut-être, si on a le temps, que certains philosophes du langage considèrent que le terme de signification est complètement obscur, hein, c'est le cas de Quine par exemple, et donc parler de la signification d'un mot, ça n'a pas c'est complètement vide de sens pour certains auteurs, parce que c'est une certaine façon de réifier la signification. Alors, une solution, c'est de ne pas répondre à la question du sens, de dire que le sens c'est un petit x, c'est une inconnue, peu importe ce que c'est, mais en tout cas ce que je sais, c'est que le sens, ce qui le définit, c'est que ça se comprend. Donc on utilise une propriété qui va être définitoire du sens. Le sens, c'est ce qu'on comprend, c'est ce que je comprends quand je comprends et ce que je ne comprends pas quand je ne comprends pas. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Quels sont les avantages de ce genre de solution par rapport à une solution qui consisterait simplement à raffiner techniquement tout de suite le concept de sens. Alors, voyons quelques avantages. D'abord, il y a cette idée que la compréhension et la non-compréhension, ce sont, alors comment dire, je dis des événements, hein, c'est un peu difficile de qualifier, mais je trouve que dire comprendre ou ne pas comprendre, on peut dire que c'est un événement. Bien, c'est pas très crucial là de le caractériser, je pense, mais bon, on pourrait discuter et raffiner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si je vous pose la question de qu'est-ce que ça veut dire le sens, avoir du sens, vous aurez beaucoup de mal à répondre. En revanche, si je vous demande quand est-ce que vous comprenez, enfin, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous ne comprenez pas, dans une situation particulière, là vous allez pouvoir répondre tout de suite.
Soit oui, soit non, soit je ne suis pas sûr. Hein. Mais c'est une notion immédiate, la compréhension. Chacun sait quand il comprend ou quand il ne comprend pas, ou quand il a des doutes. Hein. Donc, la notion de compréhension renvoie à un fonctionnement mental, mais pas seulement intellectuel, j'y reviendrai, un fonctionnement cognitif, disons, qui nous est extrêmement familier. Une partie de notre vie consiste à essayer de comprendre des choses. Hein. Bon, on le verra peut-être, en général, l'être humain cherche plutôt à ne pas comprendre, c'est-à-dire cherche plutôt à être dans des situations où il a déjà compris les choses, pour être dans une situation de compréhension familière, et plutôt à éviter les situations dans lesquelles il aura des difficultés de compréhension. C'est d'ailleurs une des grandes caractéristiques de notre époque contemporaine aujourd'hui, qui est fondée sur l'idée d'accélération de la compréhension, et l'accélération de la compréhension ne peut se faire que si vous avez déjà précompris presque tout. Donc la compréhension difficile, c'est quelque chose qu'en général on fuit, et les gens s'enferment dans leur monde de signification pour pouvoir toujours être dans une situation de compréhension. Avec des petites difficultés, mais petites, hein, pas des choses trop massives. Bref, en tout cas, d'une manière générale, comprendre, ne pas comprendre, ce sont des notions familières. D'autre part, d'un point de vue plus scientifique, disons, le fait de comprendre ou ne pas comprendre, ça peut s'observer dans les comportements. Hein. On peut faire des tests pour vérifier si les gens ont compris ou pas un texte, un mot. On leur pose des questions. Bon, c'est pas toujours très facile, mais il y a des choses observables, des réactions observables lorsque on comprend ou lorsqu'on ne comprend pas. Donc, avec la compréhension, on n'a pas affaire à une mystérieuse entité mentale comme le sens, ou à une mystérieuse entité qu'on ne sait pas définir qu'est le sens. On a affaire à un comportement qui est observable. Hein. On voit si quelqu'un n'a pas compris. Par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un ne comprend pas comment il faut faire pour appeler l'ascenseur, il ne sait pas qu'il faut appuyer sur un bouton. Bon, d'accord, c'est un exemple peut-être extrême, mais imaginons des ascenseurs très sophistiqués où les boutons ne se voient pas du tout. Comment vous allez voir que la personne ne comprend pas ? Il va être devant l'ascenseur, il va chercher, etc. Il va avoir un comportement manifeste, montrant qu'il n'a pas compris comment on fait pour appeler l'ascenseur. Bien. Et celui qui a compris, il appuie là où il faut, ou il touche, ou il fait ce qu'il faut pour appeler l'ascenseur. Donc, il y a des comportements observables qui permettent de constater ou de mesurer la compréhension. C'est donc le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que la notion de compréhension, elle n'est pas seulement linguistique, mais comprendre quelque chose, c'est le comprendre, la plupart du temps, dans une situation plus large, dans un contexte. Hein. Dès qu'on définit la notion de sens en linguistique, on est tout de suite amené, on y reviendra, on en reparlera, mais à la question de la frontière entre le sémantique et le pragmatique, hein, c'est-à-dire là où les informations contextuelles viennent compléter les informations linguistiques qui sont contenues dans les formes linguistiques, dans les mots par exemple. Bien. Donc le fait de partir de la notion de compréhension fait qu'on n'a pas besoin d'un clivage entre le plan sémantique et le plan pragmatique. Hein. On inclut l'ensemble et on voit quels sont les éléments qui contribuent à la compréhension, que ces éléments soient à l'intérieur des mots ou portés par les mots, disons, ou portés par d'autres choses, des connaissances, le contexte, etc. Un point sur lequel je n'aurai sans doute pas le temps de faire des développements, mais qui est intéressant, c'est que la notion de compréhension, je l'entends ici dans un sens plus large que la compréhension purement intellectuelle. Hein.
la notion de compréhension, elle inclut aussi la compréhension sensible. C'est-à-dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, je ne sais pas moi, vous avez... imaginez, voilà, la situation classique dans un couple. Hein. Dans un couple, il y a une discussion et l'un dit à l'autre tu ne me comprends pas. Bon, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est le genre de choses qui, en général, arrivent. Dans cette situation, évidemment que vous comprenez le sens des mots. Hein. C'est pas que vous ne comprenez pas parce que l'autre parle le tagalog ou... Bon. L'autre parle français, vous êtes français, francophone au moins, natif, vous comprenez tous les mots. Mais l'autre dit, tu ne me comprends pas. Alors, tu ne me comprends pas, ça veut dire que dans les mots, il y avait quelque chose qui n'a pas été saisi, hein, qui est au-delà de la simple signification, disons, dictionnérique. Hein, si on imagine qu'on peut reconstituer la signification d'une phrase avec des combinaisons de la signification des mots, la syntaxe, etc. Non, ça je le comprends, mais ce que je ne comprends pas, c'est pas la personne, hein, c'est le lien entre ces mots et elle, c'est-à-dire l'univers qu'elle véhicule avec l'ensemble de ce qu'elle dit, les connotations des termes qu'elle utilise, etc., etc. C'est assez difficile d'entendre vraiment ce que les gens nous disent, souvent, d'entendre au sens où on arrive à comprendre vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Quand quelqu'un veut vous dire quelque chose, ça veut dire qu'il présuppose que vous n'avez pas compris ce qu'il veut vous dire. Sinon, il ne vous dit rien. Hein. S'il n'y a rien à comprendre, on ne dit rien. Donc, vous me direz, la plupart des conversations, elles ne servent à rien dire. Je ne sais pas, essayez de vous souvenir la dernière fois que vous avez compris quelque chose, vraiment compris. Hein. Pas simplement au sens de décoder le sens des mots, mais compris quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant. Ça, c'est vraiment le fond, le cœur de la compréhension. Bien. Donc, si on vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mais le problème, la plupart du temps, c'est que on croit avoir compris. Hein. C'est la précompréhension qui est toujours l'empêchement de la compréhension. Donc, ne pas comprendre, c'est souvent comprendre trop tôt. Bien, et croire qu'on comprend trop tôt et négliger toutes sortes de dimensions contextuelles qui impliquent les émotions, etc. Ça suppose de se mettre à la place de quelqu'un, de se représenter les émotions et les états d'esprit de quelqu'un. Bref, donc ça, j'en ai parlé un petit peu là, mais je ne pense pas que j'aurai beaucoup le temps d'en reparler en cours. Il faudrait y consacrer plus de temps, et là, on fait un panorama un peu général, donc on pourra. Alors, dernière remarque, bon là, c'est pas vraiment un avantage, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que ce sont souvent, les situations de compréhension sont souvent assez transparentes, il n'y a pas tellement grand-chose à en dire, on ne voit pas trop ce qui se passe quand les choses sont comprises, quand on comprend. Hein. En revanche, on voit fonctionner le mécanisme quand ça ne marche pas. Hein. Donc, quand on ne comprend pas, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, au fond, pour la question du sens, si on considère que la question de la compréhension, réfléchir sur la compréhension, c'est réfléchir sur la question du sens, la non-compréhension va être un bon guide pour savoir où se situent les problèmes de sens. Alors, pour approfondir un tout petit peu cette notion de non-compréhension, je reste là encore quelques instants dans une perspective générale, non strictement linguistique. Hein, vous avez bien compris que mon introduction, là, vise à ne pas faire de la linguistique trop tôt. Hein, pour essayer de faire en sorte que ce que dit le linguiste intéresse un peu d'autres personnes que d'autres linguistes. Hein. Je veux dire que si on réfléchit sur le sens et que ça n'intéresse que les linguistes, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Hein. Il faut que, ce que j'aimerais, c'est que ce cours là autour de la signification soit aussi quelque chose
qui vous amène à mieux comprendre ce que ça veut dire que comprendre, et ce que ça veut dire qu'avoir du sens, ne pas avoir du sens. Bien sûr, avec des outils linguistiques, mais pas seulement. Alors, comment avoir un premier aperçu de toute la variété, je vais en donner juste un aperçu, mais une variété très grande de la non-compréhension, puisqu'on a dit que la non-compréhension pouvait être un bon guide pour la compréhension. Eh bien, il y a une analogie très ancienne avec la vision. Une analogie qui vient de Platon notamment, où disons que une analogie qui d'ailleurs a laissé des traces dans des métaphores conceptuelles. Je vois ce que tu veux dire, ça veut dire je comprends ce que tu veux dire. Donc qu'on considère la vision comme un analogue de la compréhension, c'est une très ancienne idée, et c'est une idée qui est inscrite même dans nos mots, dans certaines de nos métaphores conceptuelles. Bien. Alors, si on déplace, encore une fois, donc, dans quel cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme configuration dans lesquelles je ne vois pas? Alors, voilà un ensemble de situations. Bon, première situation, elle est simple. Je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Bon, on vous montre, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu mon sac dans le placard? Vous ouvrez le placard, il n'y a rien dans le placard. Non, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y est pas. Bon, ça c'est simple, il n'y a pas de problème. Deuxième situation, on ne voit pas parce que les conditions extérieures ne le permettent pas. C'est la nuit, l'obscurité totale. Dans ce cas-là, on ne voit pas. Vous pouvez très bien ne pas voir parce que vous avez un déficit visuel. Là, c'est différent. Vous ne voyez pas parce que vous êtes myope, par exemple. Bon. Un autre exemple, c'est vous ne voyez pas parce que votre regard n'est pas positionné correctement. Alors, c'est le cas, pour donner un petit exemple, des images stéréoscopiques. Vous voyez ce que c'est, les images stéréoscopiques? Ce sont des images comme ce genre-là, sur lesquelles il faut presque loucher, les regarder pendant un certain temps, et au bout d'un moment, elles vous apparaissent avec un relief. Bon, bien, c'est sûr que lorsque vous regardez la première fois, vous ne voyez pas vraiment l'image, vous ne la voyez pas correctement. Il faut que votre système visuel s'adapte pour que le relief puisse apparaître. Donc vous voyez, c'est une situation un petit peu différente encore de la précédente. Ce n'est pas que vous avez un déficit, vous voyez parfaitement, mais vous devez configurer votre système visuel de telle sorte que ça permette de voir ce qui est à voir. Bon. Ensuite, il y a une autre situation différente dans le cas où il y a une ambiguïté dans l'image. Par exemple, si on vous demande de regarder ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est un exemple célèbre. Alors, certains d'entre vous verront un canard avec le bec qui est ici, l'œil ici, et d'autres verront un lapin avec l'œil ici, le nez, les oreilles. D'accord? C'est une image qui a été beaucoup commentée, notamment par Wittgenstein, etc. C'est un problème, ça, parce que si je vous demande qu'est-ce que vous voyez, certains vont me dire un canard, d'autres un lapin. Est-ce que vous avez bien vu? Non, on n'a pas bien vu tant qu'on n'a pas vu qu'il y avait deux choses à voir. Donc là, c'est encore un cas un petit peu spécial. Autre exemple, je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance. Alors, l'exemple que je vous donnerai là, c'est vous vous promenez dans une forêt, et de deux choses l'une, prenons deux cas extrêmes, vous n'avez absolument aucune connaissance en botanique, vous vous promenez dans la forêt, vous voyez quoi? Des arbres. Vous voyez des arbres, des troncs, des feuilles, bon ok, vous voyez des arbres. Mais si vous avez des connaissances en botanique, vous verrez des pins, des saules, des types d'arbres très spécifiques, et vous les verrez comme des choses différentes. Alors que celui qui n'a aucune connaissance sur ce sujet ne voit tout le temps la même chose. Il voit que des arbres. D'accord? Donc là, vous voyez que c'est quand même une chose assez fondamentale. Les connaissances, et on verra que ces connaissances, elles sont beaucoup sous forme de catégories. Les catégories dont on dispose influencent non seulement notre conception des choses, mais même notre vision des choses.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir, mais qu'à un moment donné, si on ne sait pas, on ne voit pas. Donc là, c'est une autre situation. Si je ne sais pas, donc déficit d'expérience ou de connaissance, je ne vois pas. Et enfin, dernière situation, je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel. Alors là, c'est souvent le cas de l'œuvre d'art. Par exemple, au début des impressionnistes, les gens de l'époque considéraient que c'était n'importe quoi, que c'était du gribouillage, que ça n'avait aucun sens. Que ça n'avait aucun sens, il n'y a rien à voir. Un autre exemple plus contemporain, qui a fait polémique, cette œuvre d'art. Pour certains, il n'y a rien à voir. Pour d'autres, oui. Bien. Donc, c'est encore un problème différent qui est lié, disons, à un schéma culturel. Alors maintenant, si on reprend ces exemples et qu'on essaie de voir parallèlement quelles pourraient être les contreparties linguistiques de chacun de ces cas. Premier cas de figure, je ne vois pas, je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir, c'est l'obscurité totale. L'exemple linguistique, ça va être, est-ce que vous comprenez ça ? Non, personne ne comprend ça. C'est une suite de caractères complètement au hasard. Personne ne comprend, il n'y a rien à comprendre. Là, on comprend les mots séparément, mais la phrase en elle-même n'a pas de sens. Alors, vous comprenez bien, là j'ai dit ça m'a échappé, n'a pas de sens, mais comment je sais qu'elle n'a pas de sens ? C'est parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc ça n'a pas de sens pour moi. En l'occurrence, là, ça a de sens pour personne. Et là, ce sont des propriétés du code linguistique. Alors, j'ai mis Klebnikov, parce que Klebnikov, c'est un poète russe de l'époque de Jacobson, etc., qui faisait de la poésie, lettriste, plus ou moins... et une poésie qui peut donner l'impression qu'il n'y a aucune signification. C'est un cas un peu particulier, je laisse de côté ce cas, c'est lié au futurisme russe, etc. Bref, on passe, c'est simplement qu'on pourrait discuter là-dessus avec cette idée que même quand il n'y a pas de signification, on peut toujours en trouver une. C'est-à-dire que le problème que j'ai un petit peu volontairement laissé en suspens, là, c'est que, au fond, on trouvera toujours quelqu'un, peut-être, pour comprendre. Alors, peut-être il est fou, mais oui. Et vous me parliez tout à l'heure, justement, des hors-centristes, c'est des exemples contextuellement parlant. Oui. La série de lettres pour avoir voilà, exactement. C'est ce que je pensais là en le disant. Cette série de lettres, elle pourrait apparaître dans une œuvre d'art, par exemple, ou dans un contexte où ce serait des initiales de quelque chose. Ou vous avez une autre idée ? Ou dans une conversation, pour être l'expression d'une joie intense, quelqu'un fait juste taper sur son clavier. Ah oui, ah oui, parce que le prononcer ça dans une joie intense, là, il faut être... Ouais. D'accord, oui, non, mais en contexte, a priori, c'est difficile de trouver des choses dont on pourrait être certain qu'aucun contexte ne pourrait lui donner de la signification. Que personne ne comprendrait rien, quel que soit le contexte. C'est vrai. Ça veut bien dire que cette compréhension, elle n'est pas dans les choses, elle est quand même bien dans les gens qui comprennent. Et ça aussi, c'est un avantage de parler de compréhension plutôt que de sens, puisque le sens, on ne sait pas trop où il est. La compréhension, on sait que c'est quelqu'un qui comprend, c'est un être humain qui comprend. Ensuite, deuxième cas, je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas. Alors, des illustrations linguistiques simples, la parole dans le bruit. Vous êtes en boîte de nuit, la musique est à fond, quelqu'un vous dit, c'est l'heure de rentrer, sinon ton carrosse va se transformer en citrouille, si vous n'entendez pas, vous ratez l'heure. Écriture illisible, c'est la même chose. Contexte inapproprié, quelqu'un peut très bien vous dire quelque chose dans un contexte qui fait que vous entendez à peine ce qu'elle dit. Troisième cas, je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel. Alors, il y a aussi des déficits linguistiques qui sont liés à des pathologies, soit à des pathologies développementales, ce qu'on appelle les dysphasies, des troubles du développement du langage chez l'enfant, ou les aphasies, qui sont, elles, des troubles du langage
consécutif à des lésions focales du système nerveux central, c'est-à-dire des lésions dues à des accidents vasculaires cérébraux, à des traumatismes crâniens. Bref, donc dans ces cas-là, vous avez par exemple un déficit de compréhension, voire de production du langage, qui provient de conditions qui ne sont plus externes de la sensorialité, mais de conditions internes. C'est votre organisme qui ne permet plus de mettre en œuvre les processus de compréhension, qu'ils soient de bas niveau ou de haut niveau. De bas niveau, c'est-à-dire simplement lire les lettres, ou de haut niveau, comprendre un texte. Bon, là, il y a toute une littérature qui traite de ces questions-là, mais, et c'est là d'ailleurs, dans ce cadre-là, souvent qu'on élabore des tests précis pour savoir si quelqu'un est aphasique, quel est le type d'aphasie dont il souffre, etc. On lui fait passer des tests, on lui montre par exemple des images, on lui demande de dire le mot correspondant, ou des mots et de trouver l'image correspondante, etc. On voit s'il comprend ou s'il ne comprend pas. Je ne vois pas ou je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle. Bon, bah là, l'équivalent ce serait avoir la bonne attitude mentale. Alors, dans certains cas, on ne comprend pas parce qu'il y a un malentendu ou parce que il y a un implicite qui n'a pas été compris. Bon, il y a un exemple d'un auteur dont je reparlerai tout à l'heure, parce qu'il est spécialiste des questions d'analogie, et on en parlera un tout petit peu de la question de l'analogie. C'est Douglas Hofstadter, un cognitiviste américain, qui raconte qu'il est en Italie et qu'il, pour dire bonjour aux gens, bon, vous dites comment en italien ? Ouais. Mais il y a d'autres façons. Une façon familière. Ciao. Voilà. Donc, il y a, semble-t-il, d'autres façons aussi. Son problème, c'était qu'il avait appris à dire ciao, et il s'est rendu compte que dans certaines circonstances, lorsqu'il croisait des personnes, je ne sais pas, des représentants officiels de l'université, etc., dire ciao pour dire bonjour, c'était pas adapté, donc il y a une mécompréhension, etc., etc. Donc le simple fait de dire bonjour est un peu compliqué, parce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut être adapté ou pas. Et bon. Alors ensuite, l'ambiguïté. Bon, bah ça, il y a plein d'ambiguïtés linguistiques. Je suppose que vous avez vu ce genre de problème en première ou deuxième année. La petite brise la glace. C'est des exemples, ça, c'est un travail que les linguistes savent bien faire, de réfléchir à des ambiguïtés, des phrases qui signifient deux choses complètement différentes. La petite brise la glace, c'est-à-dire une petite fille qui casse une glace, la petite brise la glace, et une brise, un vent léger, la petite brise la glace au sens de lui donne froid. Bon, bien, voilà, ça c'est une chose classique. Je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience, de connaissance. Ce déficit, il peut venir de lacunes lexicales, je ne comprends pas le sens des mots, ou alors lorsqu'on est dans une situation de langue étrangère, ou là aussi, bon, j'aurais pu prendre aussi cet exemple-là tout à l'heure sur Hofstadter. Bon, donc ici, je sais quand j'ai une lacune lexicale, quand j'ai un déficit de connaissance sur un texte, je vais chercher dans un dictionnaire. Bon, sauf que dans certains cas, ça marche en général pour les textes techniques. Lorsque vous avez des textes techniques, je sais pas, n'importe quoi, vous pouvez lire un livre de dermatologie, par exemple, avec un bon dictionnaire médical, vous arrivez à comprendre de quoi il s'agit. Si vous lisez certaines pages de Heidegger, par exemple, traduites en français même avec un dictionnaire, il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas certains passages. Les lacunes lexicales ne sont pas parfois suffisantes pour permettre, combler les lacunes lexicales n'est pas toujours suffisant pour comprendre un texte. Enfin, je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel, voilà l'exemple de la littérature, de la philosophie, lorsque les œuvres correspondent à des choses soit difficiles, soit inhabituelles, et que, du coup,
elle vous pose un problème. Bien. Alors, au total, pour ce qui est du langage et de la linguistique, comprendre ou ne pas comprendre, ça s'applique en linguistique à peu près tous les niveaux, et j'en distinguerai 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Donc, il y a d'abord comprendre des mots lexicaux. Hein. C'est ce qu'on appelle la sémantique lexicale. Donc là, il y a toutes sortes de problèmes intéressants dans la sémantique lexicale, la question de la dénomination, toutes ces notions-là, on les verra en cours. La compréhension des mots grammaticaux. Là, on parle de sémantique grammaticale. La compréhension des phrases. Alors là, je parlerai de sémantique de la phrase ou sémantique phrastique. Là, ça va plus être la question de du lien entre les phrases, d'abord de la compréhension de la structure de la phrase elle-même et ensuite du lien entre les phrases. Du coup, là, il y a beaucoup d'approches qui viennent de la logique plus ou moins formelle. La compréhension des discours. Alors, ce que j'entends ici par discours, c'est un sens un peu restreint, c'est-à-dire c'est vraiment le discours au sens oral, hein, c'est-à-dire que j'oppose la discours et texte dans un sens oral écrit. Sachant que cette opposition, un texte, lorsqu'il est prononcé, devient un discours, mais enfin peu importe, il y a quand même des propriétés des textes qui sont spécifiques et qu'on n'a pas dans le discours oral, par exemple. Hein, il y a inversement des spécificités de l'oral qu'on n'a pas dans les textes. Donc, il faut quand même distinguer la sémantique discursive de la sémantique textuelle, sachant que, évidemment, beaucoup de caractéristiques de la sémantique des textes viennent de la sémantique des discours. Mais il y a quand même des spécificités de la sémantique des discours. Alors, le terme de sémantique discursive a un sens très particulier en France, qui n'est pas celui-ci. Alors, vous voyez que là, dans cette énumération, je pars des éléments les plus petits, et encore, ce n'est pas les plus petits, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses plus petites que les mots, hein, même que les mots grammaticaux, qui ont aussi un sens et qu'on peut comprendre. Hein. Pensez tout bêtement aux onomatopées, mais il y a d'autres cas. Donc je donne l'impression là de partir du plus petit au plus grand. Ça pourrait vous donner l'impression que on comprend d'abord les mots, ensuite on agence les mots pour faire des phrases, et ensuite on fait des discours ou des textes. Alors c'est vrai, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que il y a deux perspectives, une perspective descendante, donc qui va des textes, des éléments les plus complexes aux éléments les plus simples, de savoir quel est le type de texte, par exemple, ça va m'aider à comprendre le sens d'un mot. Hein. Je ne sais pas moi, si vous voyez le mot avocat, si vous êtes dans un guide juridique, par exemple, vous savez qu'il y a vous allez tout de suite penser à l'avocat juriste, pas à l'avocat le fruit. D'accord ? Donc, c'est le texte, le fait que vous ayez pris, je sais pas moi, un texte juridique quelconque, c'est l'information sur les propriétés générales de ce texte qui vont tout de suite vous aider à comprendre le mot. Donc là, c'est une perspective descendante. C'est le global qui m'aide à comprendre le local. Et inversement, dans beaucoup de cas, ce sont les mots qui vous permettent de comprendre un texte. Hein. Ça, on le voit bien quand, par exemple, justement, on a un déficit lexical. Quand on ne comprend pas un mot dans un texte, on va chercher le sens, et quand on aura trouvé le sens du mot, ça va éclairer l'ensemble du sens du texte. Alors, ça vous donne le plan du cours de l'année, hein, qui sera celui-ci. Oui, j'ai oublié de préciser pour ceux qui sont arrivés en retard, hein, le PowerPoint, je vous le donne en ligne ou sur le site. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter, de tout prendre en photographie. Donc sémantique lexicale, grammaticale, phrastique, discursive et textuelle. Bien. Alors, il nous reste une demi-heure. Bon, je vais quand même laisser un temps pour les questions. Là, on commencera un peu la sémantique lexicale, mais
Je réponds d'abord à vos questions, si vous en avez. Oui. Est-ce que vous avez une bibliographie ? Non, pas pour l'instant. Vous verrez dans le fil du cours, je vous indiquerai la plupart du temps des références d'articles qui sont disponibles en ligne, donc à lire. Et la bibliographie se fera petit à petit. Hein. Vous pouvez lire, si vous voulez, n'importe quel manuel de sémantique. Hein, il y en a plusieurs qui sont dans... Voilà, ça vous aidera. Tous ces manuels se ressemblent. Hein, tous les manuels de sémantique se ressemblent un peu, mais ne parlent pas de la compréhension, etc. Ils parlent d'autres choses, mais donc il n'y a pas tellement sur la perspective générale d'ensemble que j'aborde là. Il n'y a pas de manuel disponible, mais pour chaque problème particulier qu'on examinera, des problèmes linguistiques traditionnels, là, je vous indiquerai au fur et à mesure des références bibliographiques. Hein. Mais non, j'ai pas. Là, je fais le cours au fur et à mesure, donc bon, je n'ai pas encore l'ensemble de la biblio disponible. Oui. Je n'ai pas tout à fait compris. La compréhension émotionnelle, je la conçois pas en dehors de la compréhension intellectuelle. Quand j'arrive pas. Ça va vous poser des problèmes. Non, mais bon, je vais vous répondre comme je peux, mais c'est pas un point qu'on examinera en cours. C'est là, si vous voulez, on touche vraiment à quelque chose qui est au fond, j'allais dire assez loin des préoccupations linguistiques. Pas forcément. Vous pouvez comprendre l'état émotionnel de quelqu'un, par exemple, simplement par son intonation, sa façon de parler. Hein. Je sais pas, s'il tremble dans la voix, on entend une voix, si une voix est souriante, si une voix est, etc. Ça, c'est pas de la compréhension forcément intellectuelle, c'est de la compréhension immédiate. Je veux dire, la compréhension qu'on appelle intellectuelle, ce serait, disons, une compréhension, oui, où précisément vous pourriez immédiatement verbaliser tout. Dans certains cas, la chose à comprendre est très difficile à verbaliser. Vous la comprenez, vous la sentez, etc. Mais bon, c'est pas vraiment. Il y a des cas un peu limites, assez amusants, qui sont lorsqu'on écoute le témoignage de certains auditeurs, anciens auditeurs des séminaires de Lacan. Un certain nombre de personnes disaient je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je comprends quelque chose. Je ne comprends pas, parce qu'évidemment, Lacan s'exprimait d'une façon très hermétique, et volontairement, hein, pour provoquer quelque chose dans le langage, mais ça permettait de comprendre un peu quelque chose, mais sans trop être capable de dire quoi. Bon. Alors là, on n'est ni dans la compréhension émotionnelle, ni dans la compréhension intellectuelle, on est dans quelque chose qui est intermédiaire. La compréhension émotionnelle, qu'est-ce que je vais vous dire, moi je ne sais pas. La compréhension émotionnelle, c'est lorsque vous avez quelqu'un qui, par exemple, est malheureux, pour une raison quelconque, et que vous lui dites froidement, mais non, regarde, tout va bien dans ta vie, t'as ça, tout va bien. Voilà. Alors que cette personne a besoin émotionnellement de quelque chose de, je sais pas, de corporel ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez. Donc là, il s'agit de comprendre que ce que la personne demande, c'est autre chose que simplement des mots. Bon, écoutez, je ne vais pas trop m'enfoncer sur ce terrain parce que là, c'est vraiment de l'improvisation acrobatique, mais je voulais quand même le mentionner parce que même si on ne le traite pas, c'est quand même un point à garder à l'esprit. Hein. Peut-être qu'à certains moments, si l'occasion s'y prête, on y reviendra, mais voilà. Bon, c'est pas très très important pour répondre, pour vous rassurer, si vous voulez. C'est pas très très important par rapport aux objectifs d'ensemble du cours.
Mais c'est important à mes yeux sur la notion générale de compréhension. La compréhension, c'est quand même... bon, on va pas résoudre le problème là en un semestre. On va simplement parcourir un peu ce que... ce qu'on va essayer de faire, c'est pas seulement apprendre des notions linguistiques pour les apprendre. Bon, ça, je vais vous les enseigner parce qu'il faut, et c'est important que vous sachiez ce que sont des implicateurs, des implicatures, à quoi servent certains connecteurs, que vous sachiez un peu de logique propositionnelle pour représenter certaines phrases. Bref, des concepts linguistiques qui font partie du bagage d'un étudiant en sciences du langage. Mais ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, pas forcément à chaque séance, mais quand même comme un truc qui plane au-dessus du cours, c'est qu'est-ce que ces concepts sémantiques, puisque vous voyez que c'est de la sémantique, l'étude du sens, donc ou de la signification, qu'est-ce que ces concepts sémantiques nous apprennent sur ce que c'est que comprendre. C'est ça l'idée générale du cours. J'espère au moins que ça vous aidera à comprendre le sujet de l'examen, par exemple, qui serait utile. Oui. C'est toujours pour le cours. Oui. Comment ça se déroulera en fait pour la validation du cours? Alors, vous avez des TD avec Madame Voilan. C'est quel jour les TD? C'est le... D'accord, en fin de semaine. Donc, on se tient informé du contenu du cours, et je pense qu'on fera un sujet, c'est la première fois que je travaille avec elle, mais on va faire un sujet ensemble sur des points qu'on aura vus en cours. Alors, la partie TD... peut-être il y aura des exercices un peu, mais il y aura aussi une partie importante, au moins la moitié, qui sera une partie de réflexion et ou de questions de cours un peu, ou d'expliquer des choses qu'on a expliquées en cours. Il y a quand même une partie de la sémantique là qu'on verra, surtout si on veut parcourir l'ensemble, qui sont simplement des notions qu'on n'aura pas le temps d'appliquer dans le détail et de faire des exercices. Donc, il faut chercher à comprendre, retenir les notions, et je vous interrogerai sur soit commenter une citation, expliquer un concept, expliquer la différence entre deux concepts, ou en prenant un exemple et voilà, sur des questions d'ambiguïté, par exemple, expliquer l'ambiguïté. Bref. Enfin, voilà, des questions un peu de cours. Mais en fonction de ce que fera Madame Doualan, il y aura peut-être aussi un ou deux exercices. Mais ça, pour les exercices, le travail se fera plus dans les travaux dirigés. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez conseiller un manuel de sémantique? Est-ce que vous pouvez conseiller un manuel de sémantique, même si vous avez dit... Oui. Bah, écoutez, dans ceux qui sont disponibles, il y en a un qui est assez général. Alors, c'est Meuchler et Reboul, je crois. Et avec un titre du type Introduction à la sémantique ou Initiation à la sémantique. Attendez, je vais vous dire ça plus précisément tout de suite. Là, vous avez un panorama d'ensemble sur la sémantique et la pragmatique. Même sur Internet, vous avez des cours d'introduction à la sémantique.
la même chose est répétée par plein de gens dans toutes sortes de formats. Je n'arrive pas à retrouver le titre. Bon, écoutez, je vous le donnerai la prochaine fois si vous voulez. Hein. Mais c'est pas, voilà, lisez n'importe quoi qui a un rapport avec la sémantique. Quel que soit le livre, ce sera un peu pareil de toute façon. Hein. Y a un livre aussi de Corbelin, un manuel Introduction à la sémantique, mais qui est plus sur la dimension phrastique purement formelle. Lui, il est assez spécialisé. Voilà, mais je vous dis, ça c'est pour votre culture personnelle. Moi, pour le cours, je vous donnerai au fur et à mesure des articles détaillés à lire sur des problématiques précises qui compléteront un peu le contenu du cours. Moi, je résumerai en grands traits et vous irez lire l'article. Et en général, je me débrouille pour trouver des articles qui sont disponibles en ligne et je mets le lien dans le PowerPoint. Comme ça, quand vous avez le PowerPoint, vous récupérez, il suffit de cliquer et vous récupérez l'article. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, alors, j'hésite à commencer là. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, en 20 minutes, je peux vous expliquer ça. Allez, on va commencer donc par la sémantique lexicale. Donc, la question... Donc vous avez vu, on a distingué sémantique lexicale, sémantique grammaticale, pour établir une distinction entre le lexique et la grammaire, mais bon, évidemment, il y a des cas un peu limites. Hein. Il y a des mots du lexique qui sont parfois employés comme des mots grammaticaux, etc. Mais grosso modo, ça marche quand même. Il y a quand même des mots lexicaux, des mots grammaticaux. Les mots lexicaux, ce sont les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Alors, sauf les adverbes grammaticaux, hein, par exemple si, etc. Ça ne veut pas dire que les unités grammaticales n'ont pas de sens, évidemment, puisqu'on fait de la sémantique grammaticale. Hein, donc ça veut bien dire qu'elles ont un sens. Mais un sens qui n'est pas de la même nature. On verra que la différence fondamentale, finalement, c'est que les unités lexicales, elles ont un sens qu'on peut dire descriptif, sauf dans le cas des noms propres, mais bon, c'est un peu différent. J'en reparlerai. Alors que les unités grammaticales, elles ont un sens qu'on appelle instructionnel, qu'on expliquera plus tard. Alors, le problème de l'unité lexicale, tout de suite, c'est si par exemple on s'interroge sur ce que c'est qu'un mot, hein, puisque la sémantique lexicale, c'est le sens des mots. Bon, alors c'est quoi un mot? Bon. Le problème, c'est qu'on a des mots qu'on appelle soit des noms composés, soit des mots, des expressions figées. Bon, par exemple, une table ronde au sens de une réunion, ou casser sa pipe au sens de mourir. Bon, alors, table ronde, est-ce que c'est un mot ou deux mots? Casser sa pipe, est-ce que c'est un verbe ou un verbe avec son complément? Alors, le problème, c'est qu'on a bien plusieurs mots, mais en fait, on a une seule unité. Et le fait qu'on ait une seule unité se voit par toutes sortes de tests, notamment cette unité au sens cognitif. Hein. Il y a un test facile à voir. Vous prenez des noms propres, Jean et Pierre, et vous écoutez la différence entre Jean-Pierre venez, là c'est un mec qui s'appelle Jean-Pierre, hein, et qu'on vous voit, et si vous dites Jean-Pierre venez, on voit bien qu'il y a une intonation qui fait que... Bon, quand vous allez dire une table ronde, pour une réunion, vous dites une table ronde, vous ne dites pas on va faire une table ronde. Donc cette unité, elle est vraiment matérielle. Hein. C'est pas juste une affabulation de linguiste. Cela dit, il y a un certain nombre de critères et on peut les énumérer, c'est très simple, hein, mais disons que ces critères vont nous montrer que cette question du figement, elle est
elle est progressive. Enfin, je veux dire, le figement d'une unité, il est parfois complet, mais la plupart du temps, les unités sont moyennement figées, très figées, peu figées, etc. Hein, c'est une propriété scalaire, hein, le figement. Est-ce que vous avez déjà eu des cours sur cette question-là du figement et des critères de figement? Non. Bon, alors, vous pourrez lire cet article qui est le lien ici, Mejri 2005, qui est une bonne synthèse sur la problématique générale du figement. J'extrais une liste de critères que Mejri emprunte lui-même à Gross, qui sont des critères qui permettent de dire si une expression est figée ou pas, avec l'exemple de casser sa pipe. Alors, voilà tout ce qu'on peut faire varier, hein, il y en a 2 pages. Donc, on peut faire varier la personne ou le nombre du possessif. Là, casser sa pipe, là, ça marche. Hein. J'ai pas cherché d'exemple spécialement, mais il y a des cas peut-être où ça ne fonctionne pas. La variation du mode du verbe, ça marche aussi. Je crains que Max n'ait cassé sa pipe. En cassant sa pipe. L'emploi d'adverbe de temps. Max va casser sa pipe dans peu de temps. Bon. Insertion d'éléments entre le verbe et le complément. Nous casserons tous notre pipe un jour. Bon, je ne sais pas si vous faites le lien avec le sens de la vie tout à l'heure, mais bon, passons. La pronominalisation. Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi. Bon, ça c'est un peu limite, quand même. En revanche, à partir de là, substitution d'un verbe synonyme au verbe casser. Max a rompu sa pipe, ça on ne peut plus. Alors que si vous avez une expression qui n'est pas figée, comme il a cassé une branche, vous pouvez dire il a rompu une branche. D'accord ? Donc on est dans un phénomène particulier. Ensuite, la substitution d'un synonyme, bon, on peut ni changer casser ni pipe, hein, on ne peut pas dire Max a cassé son brûle-gueule. Le non-respect de la coréférentialité du pronom au sujet, Max a cassé leur pipe. Donc ça ne peut pas marcher, c'est obligatoirement, sa pipe, c'est obligatoirement le sujet ici qui anaphorise le pronom, le déterminant, pardon. L'introduction de modifieurs, on ne peut pas intégrer un adjectif ici. Le clivage, c'est sa pipe que Max a cassée, ça c'est impossible, hein, alors que c'est une branche que Max a cassée, ça marchera sans problème. La passivation, la pipe a été cassée par Max. Bon, sa pipe a été cassée par Max. Oui. Je ne sais pas très bien avec l'expression, étant donné qu'on n'utilise pas au Québec, mais est-ce que quelqu'un peut casser la pipe de quelqu'un d'autre? Non. Non, non. Non, voilà, justement. C'est ça l'exemple. Hein. On peut pas. Mais vous voyez que la question se pose quand on n'est pas natif, alors que. Voilà. Donc, l'interrogation qu'a cassé Max sa pipe, la relativisation, la pipe que Max a cassé fascine Luc. Bon. Alors, vous voyez que intuitivement, ces unités, on sait ce qui peut varier ou pas. Hein, mais on a le sentiment, enfin, je veux dire, c'est pas seulement un sentiment, puisqu'on a des critères linguistiques qui nous permettent de le vérifier. On utilise parfois comme des unités des entités qui sont polylexicales. Donc, on va considérer que un mot, c'est une unité lexicale. Hein, donc, on utilise plutôt le terme d'unité lexicale comme terme technique au lieu de mot. Et une unité lexicale, elle va être monolexicale, comme table, bon, c'est monolexical. Alors, dans le monolexical, on verra plus tard, mais il y a plusieurs cas de figure. Le mot peut être non construit, comme table, mais il peut être construit, comme par exemple, je sais pas, repenser, il y a le préfixe re plus penser. Hein. Donc, ce sont des unités monolexicales construites ou non construites, ou bien polylexicales quand ce sont des unités lexicales qui comportent plusieurs mots, donc quand il y a un phénomène de figement. Mais on considère que c'est un mot. Est-ce que vous considérez les faits humains comme Les faits humains, dans Arc-en-Ciel, par exemple, il y a des traits, des bords. Ah, les traits d'union.
Oui, le trait d'union, ça montre... excusez-moi, j'avais pas bien compris. Oui, voilà, un problème de compréhension là qui est lié à la compréhension de l'accent. Donc, oui, le trait d'union, il est la marque visible du fait qu'on a bien une unité polylexicale. Hein? Mais parfois, même sans trait d'union, à la limite, il faudrait presque imaginer qu'il y en a un. Hein, mais on n'en met pas parce que, bon, voilà, pour toutes sortes de raisons orthographiques. Mais on pourrait très bien mettre un trait d'union à table ronde. Hein, pour signifier que c'est effectivement un figement et que c'est une seule unité lexicale. Hein, vous ne pouvez pas, pour une table ronde, là, on a pris l'exemple de casser sa pipe, donc avec un verbe. Mais une table ronde pour dire une réunion, vous ne pouvez pas, par exemple, transformer l'adjectif en nom. Vous ne pouvez pas parler de la rondeur de la table. Hein, vous faites une table ronde. Bon. Vous ne pouvez pas dire, quand vous avez fait une réunion, à la fin, cette table était ronde. On ne peut pas mettre l'adjectif en position attribut. Enfin bref, il y a toutes sortes de propriétés qui montrent qu'on n'est pas du tout dans un cas non adjectif, dans un cas de syntaxe, si vous voulez, externe au mot. Là, il y a bien deux mots, hein, mais une seule unité lexicale. Deux mots et une seule unité lexicale, avec une sorte de syntaxe interne au mot. Alors, pour conclure, je dis juste un tout petit mot sur ça que je n'ai pas commenté. Cette idée, la prise en compte des phénomènes de figement va nous compliquer le problème de la compositionnalité. Parce que, j'y reviendrai surtout lorsqu'on parlera de sémantique de la phrase, mais la compositionnalité est un principe de toutes les approches sémantiques, surtout les approches sémantiques fondées sur la logique. Et cette notion de compositionnalité, c'est un peu le bon sens, hein, c'est l'idée que le sens d'une phrase est le résultat du sens des unités qui la constituent. Donc, ça, c'est sûr que le sens d'une phrase, c'est le résultat d'une forme de combinatoire des unités qui constituent la phrase. Mais, l'interprétation va être évidemment complètement différente pour comprendre une phrase comme Luc a cassé une branche, où là c'est la syntaxe, comme je disais il y a un instant, externe à l'unité lexicale qui joue. Hein, c'est la syntaxe entre des mots. Casser, le verbe, une branche, le complément du verbe, casser une branche, c'est le syntagme verbal, a cassé une branche, c'est le syntagme verbal, et Luc, le sujet, c'est le syntagme verbal. Donc c'est comme ça qu'on comprend la phrase. Mais Luc a cassé sa pipe, évidemment que vous ne pouvez plus du tout interpréter sa pipe comme complément de casser au même sens que vous interprétez une branche dans Luc a cassé une branche. Vous êtes obligé de faire une sorte d'opération spéciale. Bien sûr que pipe a un lien avec l'idée de casser sa pipe, on voit bien casser un truc, on peut trouver un lien avec l'idée de mourir. La table ronde, là, on voit bien pourquoi ça s'appelle une table ronde quand on fait une réunion, parce que l'idée, le fait que la table soit ronde, ça métaphorise l'idée qu'il y a des gens autour et qui parlent. Bon. Donc, il y a bien un lien entre le sens de l'ensemble et le sens des éléments. Mais ce lien est d'une nature complètement différente que dans le cas de la syntaxe externe aux unités lexicales. Donc ça pose un vrai problème, parce que c'est très courant. Hein. Les mesures qui ont été faites ces dernières années là-dessus montrent que à peu près 50% d'un texte renvoie à des phénomènes de figement. C'est énorme. Hein. Voilà, eh bien je vous laisserai là-dessus. Donc pour aujourd'hui, on essaie de se tenir informé sur la question de la salle. J'espère que... Vous avez un affichage quelque part ou vous avez des infos par mail ? Non ? Alors, dans ce cas-là, pensez bien à m'envoyer, je le répète, oui, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous m'envoyez un mail à mon adresse, donc, qui est philippe.monneray@parissorbonne.fr. Vous indiquez simplement dans l'objet
L3SDL. Et moi, j'enregistre votre adresse mail. Je compile toutes les adresses pour faire un mailing du cours. Et dès que je sais la salle, je vous l'envoie. Voilà, merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.